Ils jetèrent leurs vieilles valises par terre, regardèrent leurs propres parents, assis dans la poussière de la route, et crièrent « Vous ne servez plus à rien ». Ils leur tournèrent le dos et s'éloignèrent en riant. « Voyons s'ils peuvent survivre sans nous », dit l'un d'eux. Mais ce que ces enfants ignoraient, c'est que ce vieil homme gardait un secret qui valait des millions, et quand ils l'ont découvert, il était trop tard. Antonio s'est réveillé avant le lever du soleil. Il se réveillait toujours tôt, une habitude de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie, mais ce jour-là était différent. Il y avait une lueur dans ses yeux que Rosa n'avait pas vue depuis longtemps. Il lui a touché l'épaule doucement. « Réveille-toi, femme. Aujourd'hui, les garçons viennent nous chercher. » Rosa ouvrit les yeux et sourit comme seule une personne qui a été heureuse toute sa vie peut sourire, même lorsque la vie n'a pas été facile. Les enfants avaient appelé quelques jours auparavant pour dire qu'ils allaient les emmener visiter une ferme. Ils disaient qu'ils envisageaient d'acheter une maison à la campagne pour que toute la famille puisse se retrouver le week-end. Imagine, Antonio, nous pourrons voir nos petits-enfants jouer dans le jardin, dit Rosa en arrangeant ses cheveux blancs devant le miroir fêlé. Ils vivaient dans une petite maison simple à l'arrière d'un terrain loué. 3 petites pièces qui pouvaient à peine contenir les vieux meubles. Antonio avait travaillé pendant 50 ans comme assistant maçon. Rosa cousait pour d'autres et faisait la lessive lorsque sa couture ne suffisait pas à payer les factures. Ils y avaient élevé 3 enfants, Marcelo, Patricia et Bruno. Ils avaient donné tout ce qu'ils pouvaient, et même bien plus que ce qu'ils pouvaient. Antonio passa la main sur le pantalon qu'il avait repassé la veille. Il enfila sa plus belle chemise, celle qu'il ne portait que lors d'occasions spéciales. Rosa porta la robe à fleurs que sa voisine lui avait donnée. Elle était encore en bon état, presque impeccable. Tous deux attendaient debout devant la porte. « Ça va prendre longtemps ?» demanda Rosa. « Calme-toi, femme. Ils ont dit qu'ils viendraient tôt, mais au fond, Antonio était aussi anxieux. Les enfants n'étaient pas venus depuis des mois, toujours occupés, toujours en déplacement. Marcelo était devenu le directeur d'un grand magasin. Patricia travaillait dans un bureau et se plaignait constamment de tout ce qu'elle avait à faire. Bruno avait lancé une entreprise et passait ses journées au téléphone à résoudre des problèmes. Lorsque 2 voitures se sont arrêtées devant la maison, Rosa a applaudi comme une enfant. « Regarde, Antonio, ils sont tous venus. » Mais lorsque les 3 sortirent des voitures, quelque chose était étrange. Aucun d'eux ne souriait. Pas d'étreinte, pas de baiser. Marcelo hocha la tête et regarda son téléphone portable. Patricia soupira et regarda sa montre. Bruno ne regarda même pas ses parents. « Allons-y vite, j'ai un rendez-vous plus tard », dit Patricia. Rosa sentit une oppression dans sa poitrine, mais ne dit rien. Antonio l'aida à s'installer sur la banquette arrière de la voiture de Marcelo. Il s'apprêtait à monter lui aussi lorsque Bruno dit « Papa, tu montes dans ma voiture? Maman, reste avec Marcelo. Mais on ne peut pas y aller tous ensemble ?» demanda Rosa d'une voix aiguë. « Il n'y a pas assez de place. Allez, ne tourne pas autour du pot. » Rosa regarda Antonio, surprise. Il lui adressa un sourire forcé, comme pour lui dire que tout allait bien, mais à l'intérieur, quelque chose le faisait souffrir. Ils montèrent chacun dans une voiture différente. Le voyage commença dans le silence. Il essaya d'engager la conversation avec Marcelo. « Mon fils, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Comment vont les enfants? Tu vas bien, maman? Et Viviane, elle va bien? » Oui. Patricia, qui était assise à l'avant, tapait sans arrêt sur son téléphone portable. Rosa renonça à essayer de parler. Il regarda par la fenêtre, observant la ville s'éloigner. Au bout d'un moment, il commença à reconnaître de moins en moins le chemin. C'étaient des chemins de terre, des maisons de plus en plus éloignées les unes des autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Juste une terre aride et un immense ciel bleu qui semblait peser sur nos têtes. Dans l'autre voiture, Antonio essayait aussi de parler, mais Bruno ne répondait que par monosyllabes. Son téléphone portable n'arrêtait pas de sonner, et il répondait en parlant d'affaires, d'argent, de problèmes. Antonio regardait par la fenêtre et pensait au nombre de fois où il avait porté ce garçon dans ses bras quand Bruno était petit et avait peur de dormir seul. Après presque 2 heures de route, les 2 voitures s'arrêtèrent au milieu de nulle part. Une vieille route goudronnée traversait un désert de terre craquelée. Il n'y avait ni maison, ni lampadaire, ni ombre, juste le soleil brûlant qui tapait sur tout. « Descends, maman », dit Marcelo en ouvrant la porte.
Mais la ferme n'est pas ici, n'est-ce que pas, mon fils? Descends. Rosa descendit, perplexe. Il vit Antonio sortir de l'autre voiture, le même regard perplexe sur le visage, comme s'il ne comprenait rien. Bruno alla au coffre et en sortit 2 vieilles valises, du genre de celles que ses parents utilisaient lorsqu'ils devaient se rendre chez un parent malade. Il les jeta toutes les 2 par terre, soulevant un nuage de poussière. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Antonio. Marcelo fit un pas en avant et regarda ses parents d'un regard froid qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Écoutez, nous en avons déjà parlé entre nous. C'est fini. Vous demandez toujours de l'aide. Vous avez des problèmes de santé. Vous avez besoin de médicaments. Vous avez besoin de nourriture. Nous avons nos familles. Nous avons des factures à payer. Nous avons nos vies. » Rosa se mit à trembler. « Mon fils, nous ne t'avons jamais demandé quelque chose que tu ne pouvais pas nous donner. » « C'est toujours la même chose, » cria Patricia en sortant de la voiture. « Toujours besoin de quelque chose. Nous sommes fatigués, maman. Nous sommes fatigués d'être sous pression, de devoir vous accorder toute notre attention, de devoir nous inquiéter. Mais nous sommes vos parents, » dit Antonio, la voix tremblante. « Et nous apprécions tout ce que vous avez fait, » dit Bruno sans regarder son père dans les yeux. « Mais le moment est venu pour vous d'apprendre à vous débrouiller seul. Nous ne pouvons pas vous porter éternellement. » Rosa tomba à genoux dans la poussière. Elle se mit à pleurer de cette façon qui fait mal au plus profond de la poitrine. « Pour l'amour de Dieu, ne nous faites pas ça. Nous n'avons nulle part où aller. Nous ne connaissons personne ici. Vous avez toujours réussi à vous débrouiller jusqu'à présent. Maintenant, ils vont devoir me le redonner, » dit Marcelo en retournant à la voiture. Antonio fit un pas en avant. « Marcelo, je t'ai tenu dans mes bras quand tu es né. J'ai travaillé alors que j'étais malade pour payer tes études. J'ai vendu le seul terrain que mon père m'avait laissé pour que tu puisses faire ce voyage de fin d'études que tu désirais tant. Et maintenant, tu vas me laisser ici, au milieu de nulle part. » Marcelo s'arrêta. Pendant 1 seconde. On aurait dit qu'il allait faire demi-tour. Mais Patricia klaxonna. « Allons-y. Plus on reste ici, plus ça empire. » Bruno était déjà dans sa voiture. Marcelo regarda ses parents une dernière fois. Rosa s'accrochait à la robe de Patricia, suppliante. « Ma fille, je t'ai mise au monde. Je t'ai portée pendant 9 mois. Je t'ai allaitée tôt le matin. Je suis restée éveillée quand tu avais de la fièvre. »« Comment peux-tu faire ça? » rétorqua Patricia. « Tu as donné la vie que tu pouvais donner. Maintenant, la vie est à nous. Et tu n'en fais plus partie. » Elle monta dans la voiture et claqua la portière. Marcelo monta aussi. Les 2 voitures reculèrent, firent demi-tour et s'éloignèrent, soulevant un nuage de poussière rouge qui recouvrait tout. Rosa hurla. Elle hurla, appelant ses enfants par leur nom jusqu'à en perdre la voix. Antonio resta là, pétrifié, regardant les voitures disparaître au détour de la route. Lorsque le bruit du moteur s'évanouit complètement, seul le silence resta. Un silence lourd qui semblait crier plus fort que n'importe quel son. Rosa cessa de pleurer. Elle s'agenouilla sur le sol, les mains couvertes de poussière, regardant devant elle sans rien voir. Antonio s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Ils restèrent tous 2 assis là, au bord de cette route déserte, leurs vieilles valises à côté d'eux, sous un soleil brûlant qui ne montrait aucune pitié. 2 personnes qui avaient donné toute leur vie pour une famille qui venait de les jeter comme des déchets. Rosa regarda son mari. « Que faisons-nous maintenant? » Antonio lui serra la main. Il n'avait pas de réponse. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. La première heure fut la pire. Rosa ne pouvait s'empêcher de regarder la route, espérant que les voitures feraient un demi-tour, que l'une d'elles aurait changé d'avis, que quelqu'un aurait eu un soupçon de conscience. Mais la route restait vide, chaude, sans vie. Antonio se leva lentement, les jambes douloureuses. Il avait un problème au genou depuis des années, le genre de problème qui vient du fait d'avoir porté des charges lourdes toute sa vie. Il ouvrit l'un des sacs et chercha la petite bouteille d'eau que Rosa emportait toujours lorsqu'il quittait la maison. Il en restait la moitié. Il la lui donna en premier. « Bois, femme, et toi? Je boirai plus tard. » Rosa prit 2 petites gorgées et la lui rendit. Antonio ne prit qu'une gorgée et garda le reste. Il ne savait pas combien de temps il resterait là. La soif commençait à se faire sentir et le soleil semblait devenir plus fort à chaque minute qui passait. « Antonio, aucune voiture n'est encore passée.
dit Rosa en essuyant les larmes séchées sur son visage. Ça va passer, ça doit passer. Mais au fond, lui aussi, elle avait peur. Cette route semblait oubliée. L'asphalte était fissuré, avec des mauvaises herbes qui poussaient sur les bords. Il n'y avait aucun panneau, aucune clôture, rien qui indiquait que quelqu'un utilisait cette route. Rosa s'assit sur la plus grande valise. Ses jambes ne pouvaient plus supporter son poids. Elle regarda son mari et vit qu'il fixait la route avec ce regard qu'elle connaissait si bien. C'était le regard qu'il avait lorsqu'il se souvenait de quelque chose. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Antonio mit un moment à répondre. Il essuya son visage en sueur. « Je pense à tout ce que nous avons fait pour eux, Rosa. Tout. » Et puis les souvenirs commencèrent à affluer comme des vagues. Antonio se souvint du jour où Marcelo avait réussi son examen d'entrée à l'université. Il était rentré à la maison en criant, heureux, disant qu'il allait devenir quelqu'un dans la vie, mais l'université coûtait cher, très cher. Antonio possédait un petit lopin de terre que son père lui avait laissé à sa mort. C'était la seule chose de valeur qu'il avait. Il se rendit chez le notaire, vendit le terrain à un prix qui n'était même pas équitable et paya la totalité de la première année d'université de son fils. « Tu te souviens quand j'ai vendu le terrain de mon père ?» demanda Antonio. Rosa secoua la tête. « Bien sûr que je m'en souviens. Tu ne voulais pas le faire. Tu disais que ce terrain était pour nos vieux jours et tu m'as convaincu de le vendre. Tu disais que l'avenir de Marcelo valait plus que cela. Et nous t'avons cru, Antonio. Nous croyions que si nous donnions tout à nos enfants, ils prendraient soin de nous quand nous serions vieux. » Antonio s'assit à côté d'elle. Les deux vieilles valises leur servaient de siège de fortune. Il lui reprit la main, cette main ridée, pleine de callosité à force de... Rosa se souvenait aussi. Elle se souvenait quand Patricia était tombée malade d'une pneumonie quand elle était enfant. Les médecins avaient dit qu'elle avait besoin d'un médicament importé, très cher. Rosa avait travaillé pendant 3 mois d'affilée à laver des vêtements à l'aube sans s'arrêter, sans se plaindre. Elle avait lavé tellement de vêtements que ses mains étaient à vif. Mais elle avait acheté le médicament et Patricia était guérie. « J'ai presque détruit mes mains pour sauver Patricia », dit Rosa en regardant ses propres mains. Et aujourd'hui, elle m'a regardé avec dégoût, comme si je n'étais rien. Ne dis pas ça. Mais c'est vrai, Antonio. Tu as vu comment elle m'a parlé? Que nous ne faisons plus partie de leur vie? La voix de Rosa s'éleva à nouveau et elle se remit à pleurer. Antonio la serra dans ses bras et la laissa pleurer sur son épaule. Il avait aussi envie de pleurer, mais il se retint. Quelqu'un devait rester fort. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Il devait être midi, peut-être 13 heures. La chaleur était insupportable. Antonio se leva, prit la petite bouteille et donna à Rosa une autre gorgée, puis une autre pour lui. Il restait une goutte d'eau, il la conserva. « Il nous faut de l'ombre, dit-il. » Mais il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait que ce poteau en béton au bord de la route. Antonio traîna les valises jusqu'à cet endroit et trouva un petit coin où le soleil ne brillait pas directement. Il asseyait Rosa là et se tint à côté d'elle. C'est alors qu'ils entendirent le bruit. Un moteur encore loin, mais qui venait dans leur direction. Rosa bondit. « Antonio, une voiture arrive !» Ils se tinrent tous les deux au bord de la route. Le bruit s'intensifia. C'était un vieux camion, un de ces camions de transport, peint en bleu délavé. Antonio se mit à agiter les 2 bras. Rosa fit de même. Le camion ralentit. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait passer, mais il s'arrêta quelques mètres plus loin. Un homme sortit de la cabine. Il devait avoir environ 70 ans. Il était mince, brûlé par le soleil, vêtu d'une chemise usée et d'une vieille casquette. Il regarda le couple de personnes âgées, les valises posées par terre et fronça les sourcils. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il. Antonio ne savait pas. « Je ne sais même pas par où commencer. » Rosa baissa la tête, gênée. L'homme s'approcha et vit qu'ils étaient tous deux bouleversés par la situation. « Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? On nous a abandonnés ici, » dit Antonio, la voix étranglée par l'émotion. « Abandonnés? Comment ça, abandonnés? Nos enfants nous ont amenés jusqu'ici, puis ils sont partis. » L'homme resta silencieux pendant quelques secondes, digérant l'information. Puis il secoua la tête, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. « Vos propres enfants ont fait ça? » Rosa leva les yeux rougis par les larmes. « Ils ont dit que nous étions un fardeau, qu'ils en avaient assez de s'occuper de nous. »
L'homme retira sa casquette et passa la main dans ses cheveux blancs. Il semblait sincèrement choqué. « Je m'appelle Josué. J'habite dans une ville voisine. Je prends cette route tous les jours pour livrer des marchandises. »« Nous ne voulons pas vous déranger, » dit Antonio. « Mais si vous pouviez nous emmener là où nous logeons... » Il leva la main pour l'interrompre. « Pas de problème. Vous venez avec moi. Prenez vos sacs. » Il aida Rosa à monter dans la cabine du camion. Il mit les valises à l'arrière avec les cartons qu'il transportait. Antonio monta aussi. Joshua a démarré le moteur et le camion s'est mis en route. Pendant le trajet, Joshua n'a cessé de secouer la tête avec indignation. Il avait 4 enfants et ne pouvait imaginer qu'aucun d'entre eux fasse une chose pareille. « C'est vous qui avez élevé ces garçons ?» a-t-il demandé. « Nous les avons créés ?» a répondu Antonio. « Nous leur avons donné tout ce que nous pouvions, et même bien plus que ce que nous pouvions. Ils ont payé mes études, l'université, les cours, les voyages, tout. » Joshua ricana. « Et maintenant, ils font ça. Dans quel monde vivons-nous, mon ami? Quel genre de monde est-ce que là, où les enfants abandonnent leurs parents au milieu de la route comme des chiens? » Rosa se tenait silencieusement entre eux deux. Elle regardait par la fenêtre, mais ne voyait rien. Elle ne pouvait penser qu'à ses petits-enfants qu'elle ne verrait plus grandir, aux fêtes d'anniversaire auxquelles elle n'assisterait plus, aux dimanches après-midi qui n'existeraient plus. « Nous avions une vie simple, mais nous étions heureux, » dit-elle soudainement. « Nous n'avions rien, mais nous les avions, et maintenant, nous n'avons même plus cela. » Joshua la regarda dans le rétroviseur. « Vous avez de la chance de savoir qui ils sont maintenant. Imaginez si vous étiez tombé malade. Imaginez ce qu'ils auraient fait. » Antonio serra la main de Rosa. Joshua avait raison. C'était douloureux, c'était terrible, mais au moins, ils connaissaient désormais la vérité. Les enfants qu'ils avaient élevés, les enfants qu'ils aimaient, les enfants pour lesquels ils avaient tout sacrifié, ne valaient rien. C'étaient des gens vides et égoïstes, capables de rejeter. Ils restèrent enlacés, essayant de comprendre comment ils en étaient arrivés là, comment l'amour qu'ils avaient donné s'était transformé en abandon, comment les enfants qu'ils avaient élevés étaient devenus des étrangers cruels, comment la vie avait-elle pris un tournant aussi amer. Le camion entra dans une petite ville alors que le soleil se couchait déjà. Joshua s'arrêta devant une maison simple avec une enseigne à l'avant. « Lourdes Guest House. C'est de la part de Madame Lourdes. C'est une bonne personne. Je vais lui parler. » Il descendit et revint quelques minutes plus tard avec une femme d'environ 60 ans, potelée, portant un tablier à fleurs et un sourire sur le visage, malgré tout. « Bonjour, mes chéris. Joshua m'a raconté ce qui s'est passé. Vous allez rester ici avec moi? » Lourdes ne posa aucune question cette première nuit. Elle emmena simplement Antonio et Rosa dans une petite chambre propre à l'arrière de la pension. Elle était équipée d'un lit double avec des draps parfumés, d'une armoire ancienne mais fonctionnelle et d'une fenêtre donnant sur l'arrière-cour où picoraient des poules. « Reposez-vous, nous parlerons demain, » dit-elle avant de fermer la porte. Rosa s'assit sur le lit et se remit à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse, c'étaient des larmes mêlées de soulagement. Le soulagement d'avoir un toit au-dessus de ma tête, un lit, un endroit où rester. « Nous sommes en vie, Rosa, » dit Antonio en s'asseyant à côté d'elle. « Cela aurait pu être pire. »« Pire qu'Antonio. Nos propres enfants nous ont mis à la porte. Je sais, mais nous avons survécu aujourd'hui et nous survivrons encore demain. » Ils dormirent enlacés cette nuit-là, d'un sommeil profond, celui qui vient après une journée qui vous détruit de l'intérieur. Quand ils se sont réveillés, le soleil était déjà haut et une odeur de café venait de la cuisine. Lourdes préparait du pain. La table était dressée avec du café, du lait, du beurre et un gâteau simple. 3 autres personnes étaient assises là, en train de prendre leur café. Un homme d'une 50aine d'années, une jeune femme et un garçon qui semblaient tout juste réveillés. « Bonjour, venez, asseyez-vous ici. » Lourdes les accueillit avec sa gaieté habituelle. Antonio et Rosa s'assirent maladroitement. Lourdes présenta tout le monde. Il s'appelait Edilson et travaillait dans un garage. La jeune femme était Jessica, qui étudiait les soins infirmiers et travaillait dans un marché. Le garçon était Paulinho, assistant chauffeur routier. « Joshua m'a raconté hier ce qui vous était arrivé, » dit Edilson. « Quelle situation horrible. Nous ne voulons être un fardeau pour personne, » dit Rosa doucement. « Ce n'est pas un fardeau du tout.
dit Lourdes en mettant plus de pain sur la table. C'est comme ça ici, on s'entraide. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, mais nous ne pouvons pas vous payer, expliqua Antonio. Qui a parlé de payer? Écoutez, si vous voulez aider ici à la pension, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Personne ne se retrouvera à la rue tant que j'aurai un toit au-dessus de ma tête. Antonio sentit ses yeux se remplir de larmes. Cela faisait si longtemps que personne ne les avait traités avec autant de gentillesse, avec cette simple humanité qui semblait avoir disparu du monde. Les jours suivants, Antonio et Rosa s'installèrent dans la routine de la pension. Rosa commença à aider Lourdes dans la cuisine et à laver les vêtements des pensionnaires. Antonio répara ce qui était cassé dans la maison, peignit la clôture du jardin et répara un robinet qui fuyait depuis des mois. « Vous n'aviez pas besoin de faire tout cela, dit Lourdes, mais elle était heureuse de cette aide. « Nous en avons besoin, répondit Antonio. Nous ne savons pas vivre de la charité. La ville, elle s'appelait Val da Esperanza, vallée de l'espoir. C'était une petite ville où tout le monde se connaissait. Lorsque l'histoire du couple abandonné par ses enfants commença à circuler, toute la ville fut sous le choc. Les gens arrêtèrent Rosa dans la rue pour la serrer dans leurs bras, lui apportèrent de la nourriture à la pension, proposèrent du travail à Antonio. Mais malgré toute cette gentillesse autour d'elle, Rosa ne pouvait oublier. Il y avait des jours où elle se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant la rue, attendant qu'une voiture familière apparaisse, attendant que l'un de ses enfants revienne les chercher, leur demande pardon, leur dise que tout cela n'était qu'une terrible erreur, mais aucune voiture ne venait. Un après-midi, Rosa étendait du linge sur la corde à linge lorsqu'elle vit une femme marcher dans la rue avec deux petits-enfants. Les enfants riaient et sautaient. La mère leur tenait soigneusement la main. Rosa laissa tomber les vêtements mouillés par terre et se mit à pleurer désespérément. Lourdes l'entendit et sortit en courant de la cuisine. « Rosa, qu'y a-t-il? » « Mes petits-enfants, Lourdes, je ne verrai plus mes petits-enfants grandir. Je ne pourrai plus leur faire de gâteaux. Je ne pourrai plus leur raconter d'histoires avant de se coucher. » Lourdes l'a prise dans ses bras, là, dans la cour. Elle l'a laissée pleurer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Puis elle l'a emmenée à l'intérieur, lui a préparé du thé et s'est assise à côté d'elle à la table de la cuisine. « Rosa, je vais te dire quelque chose. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton sang. La famille, ce sont ceux qui sont là pour toi quand tu en as le plus besoin. Tes enfants ont prouvé qu'ils ne faisaient pas partie de ta famille, mais tout le monde dans cette maison t'aime déjà. Tu comprends? » Rosa regarda Lourdes dans les yeux. Cette femme qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours avait plus d'amour à donner que les enfants qu'elle avait élevés. « Pourquoi fais-tu cela pour nous? » demanda Rosa. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi autrefois. Quand j'ai perdu mon mari, je n'avais plus rien. Je me suis retrouvé dans la rue avec mes 3 jeunes enfants. Une dame m'a accueilli chez elle, m'a donné à manger, m'a donné du travail, m'a donné de l'espoir. J'ai promis que lorsque je le pourrais, je ferais la même chose pour les autres. Et me voilà. » Ce soir-là, Antonio rangeait les quelques affaires qu'ils avaient dans l'armoire lorsque Lourdes frappa à la porte. « Monsieur Antonio, puis-je vous parler un instant? » « Bien sûr, Madame Lourdes. Entrez. » Elle entra et ferma la porte. Elle le regarda avec un air sérieux. « J'ai remarqué que vous avez toujours cette vieille mallette en cuir avec vous, que vous emportez partout. Même lorsque vous allez dans le jardin, vous l'emportez avec vous. » Antonio regarda le dossier qui se trouvait sur le lit. C'était une maillette marron usée avec un fermoir rouillé. « Il y a quelque chose d'important là-dedans, dit-il. »« Important comment? » Antonio hésita, jetant un coup d'œil vers la porte pour s'assurer que Rosa n'était pas dans les parages. Puis il poussa un profond soupir. « Madame Lourdes, je n'ai jamais parlé de cela à personne, pas même à mes enfants. Mais je pense que le moment est venu. » Il ouvrit lentement le dossier et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient de vieux documents, certains manuscrits, d'autres dactylographiés. Quand mon père est parti, il m'a laissé un terrain. J'ai vendu ce terrain pour payer les études universitaires de Marcelo. Mais ce que personne ne sait, c'est que mon père avait un autre terrain, qu'il avait obtenu dans le cadre d'un accord de travail il y a de nombreuses années. Il n'a jamais enregistré ce terrain à son nom, car il avait peur de le perdre devant les tribunaux. Il figurait donc uniquement dans les documents de travail. Lourdes prit les papiers. Il y avait un ancien acte notarié,
Une preuve de paiement d'indemnisation, des cartes dessinées à la main. « Ce terrain existe-t-il toujours ?» a-t-elle demandé. « Oui, il existe. Il est situé dans une région qui était autrefois rurale, mais la ville s'est développée ces dernières années. Cette région est désormais une zone commerciale. Avez-vous déjà découvert sa valeur? Je ne m'y suis jamais rendu. J'ai conservé ces papiers toute ma vie en pensant les laisser en héritage à mes enfants. Je voulais qu'ils aient quelque chose quand je ne serai plus là. Quelque chose pour compenser toute la pauvreté qu'ils ont connue à cause de moi. » Antonio s'assit sur le lit. Sa voix était étranglée. « Mais après ce qu'ils ont fait, Lourdes, après m'avoir jeté sur la route comme un chien, je ne sais plus quoi en faire. » Lourdes s'assit à côté de lui et lui prit doucement la main. « Monsieur Antonio, vous devez trouver un avocat. Vous devez vérifier si ces documents sont toujours valables. Parce que s'ils en profitent, M. Mavabrosa pourront finir leur vie dans la dignité. Pas à cause de l'argent, mais à cause de la justice. Mais un avocat coûte cher. J'en connais un ici, en ville, le docteur Renato. C'est un type bien, il a aidé beaucoup de gens sans rien demander en échange. Je vais organiser une rencontre entre vous demain. » Antonio regarda les papiers que Lourdes tenait dans ses mains. Ces papiers qu'il avait conservés pendant des décennies n'étaient pas un trésor, ce secret qu'il avait gardé seul pendant si longtemps. « Y a-t-il encore une chance que cela fonctionne ?» demanda-t-il. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. » Le lendemain matin, Lourdes emmena Antonio et Rosa dans un petit bureau du centre-ville. Le docteur Renato était un homme d'une quarantaine d'années. Sérieux? Plutôt sympathique. Il écouta toute l'histoire tout en examinant les documents. Lorsqu'il eut fini de lire, il resta silencieux pendant ce qui sembla être une éternité. Il retira ses lunettes, nettoya les verres, puis les remit. Il regarda Antonio avec une expression difficile à déchiffrer. « Monsieur Antonio, avez-vous une idée de l'emplacement actuel de ce terrain? »« Plus ou moins. Je sais qu'il se trouve près de l'avenue principale de la capitale. » Renato ouvrit son ordinateur, tapa l'adresse indiquée dans les documents, cliqua sur quelques éléments et l'écran afficha une carte. Il agrandit l'image, cliqua à nouveau, puis s'arrêta. « Mon Dieu, murmura-t-il. Qu'y a-t-il? » demanda Rosa, surprise. Renato tourna l'écran de l'ordinateur vers eux. L'image montrait un immense terrain au milieu d'une avenue remplie d'immeubles commerciaux, de magasins et de banques. Ce terrain vaut une fortune aujourd'hui. Une véritable fortune. Je parle de millions. Antonio fixait l'écran de l'ordinateur, incapable d'assimiler ce qu'il voyait. Rosa mit sa main sur sa bouche, essayant de retenir les larmes qui lui montaient déjà aux yeux. Lourdes, qui se tenait derrière eux, dut s'appuyer contre le mur. Des millions. Antonio répéta ce mot comme s'il n'avait aucun sens. « Docteur, êtes-vous sûr? » Renato tourna l'écran vers lui et commença à lui expliquer. Il lui montra des photos aériennes de la région, la valeur des terrains voisins qui avaient été vendus récemment et des rapports sur le marché immobilier. Chaque chiffre qu'il mentionnait semblait plus impossible que le précédent. « Monsieur Antonio, ce terrain est situé dans un emplacement de choix. C'est une zone entièrement commerciale. Aujourd'hui, on y trouve des banques, des centres commerciaux et des immeubles de bureaux. Un terrain de cette taille dans cette région vaut au moins 8 millions. Il peut atteindre 10 millions, selon les négociations. » Rosa se mit à trembler. Lourdes attrapa une chaise et la fit s'asseoir avant qu'elle ne s'évanouisse. « Mais comment? Nous avons vécu toute notre vie sans même avoir assez à manger, » dit Rosa d'une voix faible. « Comment pouvons-nous avoir quelque chose comme ça sans le savoir? » Renato rassembla les documents sur son bureau, prit un stylo et commença à prendre des notes. « Écoutez, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Ce terrain a été acquis par le père du Seigneur dans le cadre d'un procès du travail il y a plusieurs décennies. À l'époque, c'était un endroit sans valeur, loin de la ville. Le père du Seigneur l'a probablement accepté comme forme de paiement parce qu'il n'avait pas d'autre choix, mais il ne l'a jamais officiellement enregistré chez le notaire. Cela ne figurait que dans les documents judiciaires. « Est-ce valable? » demanda Antonio. « Eh oui, ces documents prouvent que le terrain appartient légalement à la famille. Il faut maintenant entamer une procédure de prescription acquisitive ou de régularisation de l'enregistrement. Cela demandera du travail, cela prendra quelques mois, mais vos droits sont là, noir sur blanc. » Antonio regarda la vieille mallette qu'il avait transportée pendant tant d'années. Ce dossier qu'il gardait sous son lit, qu'il cachait à ses enfants, parce qu'il voulait que ce soit une belle surprise quand il ne serait plus là. Il avait imaginé ses enfants découvrant ces papiers après son départ, réalisant que leur pauvre père leur avait laissé quelque chose de valeur.
Mais maintenant, tout était différent. Les enfants qui allaient recevoir cet héritage les avaient jetés, Rosa et lui, sur une route déserte pour qu'ils y perdent la vie. Le docteur Renato Antonio dit d'une voix ferme, « Je veux enregistrer ce terrain à mon nom et au nom de ma femme. Combien cela coûte-t-il? » « Monsieur Antonio, je ne vous facturerai rien. Votre histoire m'a touché. Je vais m'occuper de cette procédure pro bono, comme on dit, gratuitement. La seule chose que vous aurez à payer, ce sont les frais de notaire et d'enregistrement. Mais nous verrons cela plus tard. » Rosa prit la main de son mari. Les deux se regardèrent, et dans ce regard se mêlaient tant de choses. Soulagement, colère, tristesse, espoir. Tout à la fois. « Et mes enfants ?» Antonio demanda. « Peuvent-ils nous enlever cela? » « Non. Tant que vous êtes en vie, le terrain vous appartient. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le vendre, le louer, y construire ou simplement le laisser tel quel. C'est à vous de choisir. » Lourdes, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. « Monsieur Antonio, Madame Rosa, comprenez-vous ce que cela signifie? Vous n'aurez plus à dépendre de personne, vous pouvez avoir votre propre maison, vous pouvez vivre dans la dignité, vous pouvez faire tout ce dont vous avez toujours rêvé. » Mais Antonio n'était pas heureux. Il aurait dû sauter de joie, mais il ne ressentait qu'un vide dans sa poitrine. « Vous savez ce qui est drôle, Madame Lourdes? Nous avons souffert de la faim toute notre vie. J'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans. Rosa a lavé des vêtements jusqu'à ce que ses mains saignent. Nous avons vécu dans une cabane sans électricité pendant des années. Et pendant tout ce temps, nous avons économisé. » Il jeta les documents sur la table. « Si j'avais fait cette démarche plus tôt, nous aurions pu offrir une vie meilleure à nos enfants. Ils n'auraient pas eu à endurer des épreuves, ils n'auraient pas eu à porter des vêtements rapiécés, ils n'auraient pas eu à manger uniquement du riz et des haricots pendant des mois. »« Antonio, n'y pense pas, » dit Rosa. « Comment ne pas y penser? J'ai vendu la terre de mon père pour payer les études de Marcelo. Je me suis tué à la tâche pour leur offrir des choses, alors que j'avais cette fortune mise de côté. Si j'avais su avant, » l'interrompit Renato doucement. « Monsieur Antonio, vous ne pouviez pas savoir. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait aucun moyen de faire facilement des recherches sur ce genre de choses. Et je vais vous dire autre chose. Si vous aviez vendu ce terrain il y a 20 ou 30 ans, il ne vaudrait pas le 10e de sa valeur actuelle. La plus-value s'est produite ces dernières années en raison de la croissance de la ville. » Antonio prit une profonde inspiration. Renato avait raison. Il ne servait à rien de penser à ce qui aurait pu être. Ce qui comptait, c'était le présent. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? » demanda-t-il. « Vous allez retourner à la pension et vivre votre vie normalement. Je vais commencer à m'occuper des formalités administratives dès aujourd'hui. Dans quelques semaines, je vous appellerai pour signer des papiers et dans quelques mois, vous serez officiellement propriétaire d'un terrain d'une valeur d'1 million de dollars. » Ils quittèrent le bureau en silence. Lourdes marchait devant. Antonio et Rosa marchaient lentement derrière. Les rues de Val da Esperanza étaient bondées à cette heure de la journée. Les gens allaient et venaient du travail. Les enfants rentraient de l'école. C'était le mouvement normal d'une petite ville. Rosa s'arrêta au milieu du trottoir. « Antonio, nous allons le dire aux garçons. » Leur dire quoi? À propos du terrain, à propos de l'argent, ce sont nos enfants. Même avec tout ce qui s'est passé, ce sont nos enfants. Antonio regarda sa femme. Après tout ce qu'ils avaient traversé, après l'humiliation, l'abandon, la douleur, elle les considérait toujours comme ses enfants. Rosa, ils nous ont jetés sur une route déserte. Ils ont dit que nous étions un fardeau, qu'ils en avaient assez de nous. Tu penses vraiment que nous leur devons quelque chose? Ce n'est pas une question de dette, c'est une question de « je ne sais pas ». Ce sont nos enfants, Antonio. Des enfants qui ont pourri. Rosa baissa la tête. Antonio réalisa qu'il avait été trop dur. Il la serra dans ses bras au milieu de la rue. « Je suis désolé, je sais que tu... » Mais ne leur disons rien pour l'instant. Attendons de voir ce qui va se passer. Les jours passèrent et se transformèrent en... Pendant des semaines, Renato s'occupa de la paperasse, se rendit au bureau d'état civil, remplit des formulaires et rassembla des certificats. Antonio et Rosa continuèrent à aider à la pension, menant une vie simple et tranquille. Mais un après-midi, alors qu'Antonio réparait une étagère dans le garde-manger, Lourdes arriva en courant.
Monsieur Antonio, il y a un homme devant qui vous cherche. Le cœur d'Antonio bondit. Serait-ce l'un de ses fils? Étaient-ils enfin venus chercher leurs parents? Il laissa tomber son outil et se rendit dans le salon. Un homme en costume l'attendait, une maillette à la main. Ce n'était aucun de ses fils. « Êtes-vous Antonio ?» demanda l'homme. « C'est moi. Je m'appelle Claudio. Je travaille pour l'entreprise de construction Imperial. Nous sommes intéressés par l'acquisition d'un terrain qui vous appartient. » Antonio sentit son sang se glacer. « Comment connaissez-vous ce terrain? » « Nous effectuons des recherches immobilières dans la région où nous souhaitons construire. Nous avons trouvé l'ancien dossier du procès de votre père pour droit du travail. Nous sommes venus vous faire une offre. Je ne suis pas intéressé par la vente. » L'homme sourit comme sourient les hommes d'affaires lorsqu'ils pensent obtenir ce qu'ils veulent. « Vous n'avez même pas encore entendu l'offre. Nous sommes prêts à payer 7 millions en espèces. » 7 millions. Ce chiffre résonna dans la tête d'Antonio. C'était trop d'argent. C'était plus que ce qu'il gagnerait en travaillant. Je dois y réfléchir, bien sûr, mais j'ai aussi besoin des noms des autres héritiers. Vos enfants. Nous voulons faire une offre à toute la famille. C'est alors qu'Antonio comprit. Si cet homme était là pour rechercher les héritiers et leur offrir des millions, c'était parce que d'autres personnes allaient découvrir l'existence de ce terrain. Et si d'autres personnes allaient le découvrir, ce n'était qu'une question de temps avant que les enfants ne l'apprennent. « Mes enfants vivent loin, dit Antonio. Je n'ai aucun contact avec eux. » Pas de problème, nous avons des enquêteurs qui localisent les héritiers. Cela fait partie du processus. L'homme laissa une carte et partit. Antonio resta là, tenant cette carte, sentant qu'une tempête se préparait, et il avait raison. 2 semaines plus tard, Claudio et son équipe ont localisé Marcelo, Patricia et Bruno. Ils sont allés les voir chacun séparément et leur ont parlé du terrain de grande valeur que leur père possédait. Ils leur ont montré les chiffres, les possibilités, la fortune qui les attendait. La réaction des 3 a été immédiate. Marcelo a quitté son travail en plein milieu de la journée et s'est mis à passer des coupes de fil frénétiques pour essayer de savoir où se trouvaient ses parents. Patricia a paniqué, a pleuré, a crié sur son mari, disant qu'ils avaient commis la plus grande erreur de leur vie. Bruno a engagé un détective privé le jour même. Il fallut 3 jours à l'enquêteur pour découvrir qu'Antonio et Rosa étaient bien vivants. Le 4e jour, 3 voitures s'arrêtèrent devant la pension de Lourdes. Marcelo, Patricia et Bruno en sortirent les bras chargés de cadeaux. Fleurs, boîtes de chocolat, sacs de course, tous les yeux remplis de larmes, tous le visage marqué par le regret. Lourdes ouvrit la porte, regarda ces 3 personnes et comprit immédiatement qui elles étaient. « Êtes-vous les enfants? »« Oui, répondit Marcelo. Nous sommes venus chercher nos parents. Nous avons commis une erreur, nous le regrettons. C'est drôle comme le regret s'installe rapidement quand il s'agit d'argent, dit Lourdes avec un sourire sarcastique. S'il vous plaît, nous voulons juste leur parler. Lourdes se rendit dans le jardin où Antonio arrosait les plantes et Rosa étendait le linge. Ils sont là, dit-elle. Antonio et Rosa échangèrent un regard. Ce moment devait arriver. Ils le savaient tous les deux. Ils entrèrent dans la pièce et virent les 3 enfants avec leur faux air de regret. Et Antonio comprit quelque chose. Il ne ressentait rien, ni colère, ni amour, ni tristesse, juste un vide glacial là où vivait autrefois une famille. Marcelo fut le premier à essayer de s'approcher. Il laissa tomber les sacs par terre et ouvrit les bras comme pour embrasser son père. Des larmes coulaient sur son visage, ses pleurs exagérés de quelqu'un qui joue la comédie. « Papa, on t'a cherché partout. » On était désespérés. Antonio recula d'un pas. Il ne laissa pas son fils s'approcher. Ce simple geste fit se figer Marcelo au milieu de la pièce. Il baissa lentement les bras, confus. « Papa, on peut s'asseoir, » dit Antonio d'une voix froide. « Mais asseyez-vous loin de nous. » Patricia se mit à pleurer plus fort. Elle marcha vers Rosa, les bras ouverts. « Maman, pardonne-moi, on ne savait pas ce qu'on faisait. On était confus. J'étais sous pression. » Rosa s'éloigna également. Lourde, qui était appuyée contre le mur et observait tout, croissa les bras avec satisfaction. Elle voulait voir où cela mènerait. Sous pression. Rosa répéta. « La pression de quoi, Patricia? La pression d'avoir des parents vivants? Ce n'est pas ça, maman. C'est juste que nous avions tellement de problèmes, tellement de factures, tellement de choses à gérer,
et que la solution était de nous jeter au milieu d'une route déserte. Antonio coupa court. C'était comme nous laisser mourir de soif et de chaleur. Bruno, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole. « Papa, on a fait une erreur. On a fait une grosse erreur, mais on est là maintenant. On est venu te chercher. On veut arranger les choses. » Arranger les choses? Antonio eut un rire amer. « Tu penses qu'on peut arranger ça, Bruno? Tu penses que tu peux défaire ce que tu as fait? »« On peut essayer, » dit Marcelo. « On peut recommencer à zéro. Tu peux revenir vivre avec nous. On prendra bien soin de toi. » Antonio s'assit sur une chaise. Rosa s'assit à côté de lui. Les trois enfants restèrent debout, tenant toujours les cadeaux ridicules qu'ils avaient apportés. « Depuis combien de temps nous avez-vous abandonnés ?» demanda Antonio. « Environ 3 semaines, » répondit Marcelo. « 3 semaines, et à aucun moment au cours de ces 3 semaines, vous n'avez éprouvé de remords. Aucun d'entre vous n'a appelé pour savoir si nous étions en vie. Aucun d'entre vous n'est revenu sur cette route pour voir si nous étions toujours là. Nous avions honte, dit Patricia doucement. Honteux, dit Rosa. Elle éleva la voix pour la première fois. C'est de la honte que j'ai ressentie quand vous m'avez poussé et que vous êtes monté dans cette voiture. C'est de la honte que j'ai ressentie quand j'ai vu mes propres enfants partir en riant, alors que je les suppliais à genoux. Nous ne rions pas, maman. Si nous rions, je vous ai entendu. Voyons s'ils survivront sans nous. C'est ce que l'un d'entre vous a dit. Et les autres l'ont ri. Ils ont ri à nos dépens. Le silence qui s'installa dans la pièce était lourd comme du plomb. Marcelo regardait le sol. Patricia essuyait de fausses larmes. Bruno tripotait nerveusement son téléphone portable. « Alors dis-moi, continua Antonio, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu es venu maintenant? Parce qu'on regrettait? » dit Marcelo trop vite. « Des mensonges, papa. Je jure que j'ai menti. » Antonio donna une tape sur l'accoudoir de son fauteuil. « Tu es venu ici à cause du terrain. Cette entreprise de construction t'a contacté, n'est-ce pas? » Les trois se regardèrent instantanément. Marcelo déglutit péniblement. Patricia cessa de pleurer. Bruno posa son téléphone portable. « Comment savez-vous cela, monsieur? » demanda Bruno. « Pourquoi je ne suis pas stupide, mon fils? » répondit-il. « Le constructeur est venu ici aussi. Il m'a offert des millions pour le terrain. Et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que vous ne le découvriez. » Rosa regarda son mari avec surprise. Elle ne savait pas qu'Antonio avait reçu la visite de ce Claudio. Antonio n'en avait parlé à personne. Patricia tenta un dernier coup. « D'accord, papa, c'est vrai. Nous avons découvert l'existence du terrain, mais cela ne change rien au fait que nous regrettons ce que nous avons fait. N'est-ce pas? » Antonio se leva de sa chaise. « Vous ne seriez pas revenu sans l'argent. Admettez-le. Admettez que vous n'êtes ici que pour l'héritage. »« Ce n'est pas seulement pour ça, » cria Marcelo. « Nous sommes votre famille. Nous avons droit à cet héritage. Et c'est tout. » Le masque était tombé. Antonio sourit. C'était le sourire triste de quelqu'un qui venait d'avoir la confirmation de ce qu'il savait déjà. « N'est-ce pas? » répéta-t-il. « Tu penses que tu y as droit? »« La terre appartenait à notre grand-père, » dit Bruno. « Elle t'a été transmise et un jour elle nous sera transmise. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. » Antonio acquiesça en hochant de la tête. La famille prend soin de la famille. La famille n'abandonne pas. La famille ne jette pas ses parents à la rue pour qu'ils y meurent, non. Mais tu as fait tout cela. Alors dis-moi, fais-tu toujours partie de ma famille? Papa, ne parle pas comme ça, supplia Patricia. Je parlerai comme je veux. Tu as détruit cette famille. Tu as craché sur tout ce que ta mère et moi avons fait pour toi. Rosa a pris le bras de son mari pour essayer de le calmer. Son cœur n'était plus très solide. Il ne pouvait pas se mettre en colère comme ça. Antonio, calme-toi. Non, Rosa, ils ont besoin d'entendre ça. Il a regardé chacun de ses enfants. J'ai travaillé pendant 50 ans, me cassant le dos sur les chantiers. Ta mère a lavé des vêtements jusqu'à en avoir les mains en sang. Nous avons souffert de la faim pour que vous puissiez manger. Nous avons porté de vieux vêtements pour que vous puissiez avoir des vêtements neufs. J'ai vendu le seul terrain que mon père m'avait laissé pour payer les études de Marcelo. Et maintenant, vous venez ici en faisant semblant d'être désolé simplement parce que vous avez découvert qu'il y avait un autre terrain? Nous ne faisons pas semblant, insista Marcelo. Si, vous faites semblant, oui. Et tu sais comment je le sais? Parce que tu ne nous as même pas demandé comment nous avons survécu.
Tu n'as même pas voulu savoir comment nous sommes arrivés ici, qui nous a aidés, si nous avons souffert de la faim, si nous sommes malades. La seule chose qui t'intéresse, c'est le terrain. Lourdes, qui avait observé la scène en silence, s'est finalement jointe à la conversation. Je voulais juste te dire une chose. J'ai accueilli ces deux messieurs chez moi. Je leur ai donné à manger, je leur ai donné un lit, je leur ai donné de l'affection. Et tu sais pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains qui méritaient d'être traités avec dignité. Vous, leurs propres enfants, vous ne leur avez pas donné cela. Vous avez traité vos parents plus mal que je traiterais un étranger dans la rue. Tu n'as rien à voir avec ça, répondit Patricia d'un ton sec. Si, j'ai quelque chose à voir avec ça, parce que j'ai vu dans quel état ils sont arrivés. J'ai vu leur douleur, leur désespoir, leur humiliation. Et maintenant, je vous vois ici avec vos faux sourires, hein, vos cadeaux ridicules, pensant que vous pouvez acheter le pardon. Marcelo jeta les sacs par terre avec colère. D'accord, vous voulez de l'honnêteté, alors je vais être honnête. Ce terrain vaut des millions. Des millions. Et oui, nous y avons droit. Nous sommes les héritiers légaux. Et si vous ne voulez pas le partager avec nous de votre plein gré, nous irons au tribunal. Vous pouvez y aller, dit Antonio calmement. Quoi, dis-je, vous pouvez aller au tribunal, engager le meilleur avocat que vous pouvez trouver, rassembler tous les documents. Allez-y et battez-vous pour ce que vous croyez être à vous. Alors, vous refusez l'héritage de vos propres enfants? Je ne refuse rien. Tant que votre mère et moi sommes en vie, cette terre nous appartient et nous en faisons ce que nous voulons. Nous pouvons la vendre, nous pouvons en faire don, nous pouvons la léguer à d'autres personnes qui la méritent vraiment. Bruno fit un pas menaçant. Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur? Si je peux, et je le ferai. Antonio se dirigea vers la petite table d'appoint et prit les 3 enveloppes qui s'y trouvaient. Il avait tout préparé la veille, comme s'il savait que ce moment allait arriver. « Je suis arrivé. J'ai écrit une lettre pour chacun d'entre vous. Vous pouvez les prendre. » Il tendit une enveloppe à chacun de ses fils. Les 3 la prirent avec méfiance. Patricia ouvrit la sienne en premier, en sortit une feuille de papier pliée et commença à lire. Son visage passa de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. « C'est une blague, n'est-ce pas? » dit Antonio. « C'est la vérité. » Marcelo et Bruno ouvrirent également les leurs. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'Antonio, la même lettre dans les 3 enveloppes. La lettre disait « Mon fils, tout au long de ta vie, j'ai essayé de t'enseigner des valeurs. J'ai essayé de te montrer que la famille est plus importante que l'argent, que l'amour vaut plus que l'or, mais j'ai échoué. J'ai échoué parce que tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un capable d'abandonner ses propres parents alors qu'ils avaient le plus besoin de toi. Je veux donc que tu saches une chose. Le plus grand héritage qu'un père puisse laisser n'est pas l'argent, c'est l'exemple, c'est le caractère, c'est la dignité. Et ce sont ces choses que tu as refusées lorsque tu as jeté ta mère et moi sur le bord de la route. N'attends rien de moi quand je ne serai plus là, car tu as déjà reçu tout ce que j'avais à te donner et tu l'as rejeté. » Marcelo froissa la lettre dans sa main. La colère sur son visage était si forte que les veines de son cou ressortaient. Il jeta le papier froissé par terre et pointa son doigt vers son père. « Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des droits légaux. Nous sommes ton sang. »« Ton sang » répéta Antonio avec dédain. « Le sang ne signifie rien quand le cœur est pourri. » Patricia commença à faire les 100 pas, nerveuse. Elle passa la main dans ses cheveux, prit une profonde inspiration, essayant de contrôler l'explosion qui s'annonçait. « Papa, tu es injuste. Nous avons fait une erreur, je l'admets, mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde mérite une seconde chance. » Une deuxième chance? Rosa prit la parole pour la première fois depuis le début de la discussion. Elle se leva lentement de sa chaise. « Vous voulez une deuxième chance? Alors répondez-moi. Si nous ne possédions pas cette terre, si nous ne valions pas des millions, seriez-vous revenus? » Patricia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La question était pertinente. « Réponde-moi, » insista Rosa en élevant la voix. « Serais-tu revenu? »« Maman, ce n'est pas juste. » La réponse fut le silence. Patricia ne pouvait pas mentir à sa mère. Aucun d'entre eux ne pouvait le faire et tout le monde savait la vérité. Sans ce terrain, ces 3-là ne seraient jamais revenus. Antonio et Rosa auraient pu passer le reste de leur vie dans cette pension.
Ils auraient pu tomber malades, ils auraient pu mourir, et les enfants ne l'auraient jamais su, ils s'en seraient moqués. Bruno, qui avait toujours été le plus calculateur des trois, tenta de changer de stratégie. « Écoutez, calmons-nous tous. Ça ne doit pas forcément se passer comme ça. On peut s'asseoir et discuter en famille. On peut tout partager équitablement. Le terrain vaut des millions. Il y en a assez pour tout le monde. À partager. » Antonio eut un rire sec. « Tu veux partager ce qui n'est pas encore à toi? Mais ça arrivera un jour. Quand ta mère et toi serez décédés, l'héritage nous reviendra automatiquement. Pas si je fais un testament pour tout léguer à d'autres personnes. » La bombe avait été lancée. Les trois enfants étaient paralysés. Marcelo fut le premier à réagir. « Testament, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes les héritiers légitimes. La loi garantit que nous avons droit à la moitié de l'héritage. » Antonio sourit. Il avait étudié la question avec le docteur Renato. Il savait exactement quels étaient les droits des enfants et les siens. Et la vérité. La loi garantit que vous avez droit à la moitié, mais seulement la moitié. Je peux léguer l'autre moitié à qui je veux. Et je peux vendre le terrain maintenant, de mon vivant, et faire ce que je veux avec l'argent. Je peux tout dépenser, je peux tout donner, je peux tout brûler si je veux. Tu ne ferais pas ça. Bruno prit la parole, mais sa voix tremblait. Non, j'ai passé 50 ans de ma vie à me casser le corps au travail. J'ai le droit de profiter de l'argent qui m'appartient. Où penses-tu que j'ai l'obligation de le garder pour toi? Patricia tomba à genoux sur le sol. Cette fois, ses pleurs étaient réels. Ce n'était pas du cinéma. C'était le désespoir pur et simple de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait perdu des millions. Papa, pour l'amour de Dieu, nous avons fait une erreur. Nous avons déjà admis que nous avions tort, mais le Seigneur ne peut pas tout nous enlever. Nous sommes tes enfants. Tes enfants? Rosa s'approcha de Patricia. Une fille abandonne sa mère à mourir de soif au milieu d'une route déserte. J'étais nerveuse, j'étais sous pression. Arrête d'utiliser cette excuse ridicule. Rosa a crié. Tu n'étais pas sous pression. Tu ne voulais tout simplement plus t'occuper de nous. Admette-le. Admette-le une fois pour toutes. Patricia baissa la tête, des larmes tombant sur le sol, et finalement, après tant de faux-semblants, elle dit la vérité. C'est vrai, nous étions fatigués, fatigués de devoir nous soucier de vous, fatigués de devoir vous donner de l'argent, de devoir vous rendre visite, de devoir vous appeler pour voir si tout allait bien. Nous voulions simplement vivre notre vie sans avoir à vous traîner avec nous. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Même Lourdes, qui avait vu beaucoup de choses dans sa vie, fut choquée par cette confession brutale. Antonio s'agenouilla devant sa fille, lui prit le menton et la força à le regarder dans les yeux. « Merci d'être honnête. Finalement, je vais moi aussi être honnête. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne sais pas si je pourrai un jour te regarder et ressentir à nouveau de l'amour. Parce que tu as tué cet amour. Tu l'as tué quand tu nous as jetés sur cette route. Papa, laisse-moi finir. J'ai passé toute ma vie à penser que la plus grande fierté d'un homme était d'élever de bons enfants. Mais j'ai échoué. J'ai élevé 3 personnes égoïstes. Égoïstes, capables d'abandonner leurs propres parents pour leur confort. Et tu sais le pire? Je dois vivre avec ça. Je dois vivre en sachant que j'ai échoué en tant que père. « Tu n'as pas échoué !» s'écria Marcelo. « Nous avons échoué. C'est nous qui étions inutiles. Au moins, nous sommes d'accord là-dessus. » Antonio se leva et retourna vers Rosa. Tous deux restèrent là, main dans la main, regardant leurs 3 enfants dévastés au milieu de la pièce. « Je veux que vous partiez d'ici, dit calmement Antonio. Je veux que vous retourniez à votre vie et que vous nous laissiez en paix. Mais qu'en est-il du terrain? Demanda Bruno. La terre est mon problème et celui de votre mère, cela ne vous regarde pas. Nous avons le droit de savoir ce que vous allez faire. Non, vous n'avez aucun droit. Vous avez renoncé à tous vos droits lorsque vous nous avez abandonnés. Marcelo fit un pas menaçant vers son père. Lourdes s'interposa entre eux. Je pense que vous feriez mieux de partir avant que j'appelle quelqu'un, dit-elle fermement. Vous ne nous contrôlez pas. Il n'y a rien ici. C'est moi qui commande. C'est de ma maison et vous n'êtes pas les bienvenus. Josué, qui avait entendu les cris depuis la rue, entra dans la pension. Il était grand, fort et avait un visage qui ne tolérait aucun manque de respect. « Y a-t-il un problème ici? » demanda-t-il. « Non,
répondit Antonio. Les jeunes hommes étaient déjà en train de partir. Marcelo regarda son père une dernière fois. Il y avait de la haine dans ce regard. De la haine mêlée à la cupidité et au désespoir. Tu vas le regretter. Nous allons porter l'affaire devant les tribunaux. Nous allons nous battre pour l'héritage et nous allons gagner. Tu peux te battre. La procédure judiciaire prendra des années. Et pendant ces années, je profiterai de chaque centime qui m'appartient. Patricia se releva du sol. Bruno ramassa les enveloppes qui étaient tombées. Les trois quittèrent la pension en tapant des pieds, en claquant les portes et en jurant. Les voitures démarrèrent bruyamment, soulevant de la poussière. Lorsque le bruit des moteurs s'estompa, Antonio sentit ses jambes faiblir. Rosa le soutint. Lourdes et Josué accoururent pour l'aider. Ils le portèrent jusqu'au canapé. « Monsieur Antonio, vous allez bien? » demanda Lourdes, inquiète. « Je vais bien, je suis juste fatigué. Vous avez bien fait, dit Josué. Il ne méritait rien. » Rosa s'assit à côté de son mari et lui prit la main. Elle avait les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était un autre genre de larmes, des larmes de soulagement, de libération. « Antonio, je suis fier de vous, dit-elle doucement. « Fier de quoi? Parce que vous avez eu le courage de dire la vérité, de ne pas céder, de leur montrer que la dignité ne s'achète pas. » Antonio serra sa femme dans ses bras. Ils restèrent là, enlacés, pendant que Lourdes préparait du thé dans la cuisine. Josué s'assit à côté d'eux pour leur tenir compagnie, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Antonio ressentit une paix intérieure. Ce n'était pas une paix heureuse. Ce n'était pas la paix de quelqu'un qui a retrouvé sa famille et dont tout va bien dans la vie. C'était une paix douloureuse, la paix de quelqu'un qui avait tourné une page qui devait être tournée, de quelqu'un qui avait enfin compris que parfois, il faut laisser partir les gens, même quand ces gens sont ses propres enfants. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Rosa. « Vivons-nous ?» Antonio répondit, « Nous vivons à notre manière, avec dignité, avec respect, avec les personnes qui tiennent vraiment à nous. » Il regarda Lourdes dans la cuisine, regarda Josué assis là, regarda les autres personnes qui vivaient dans la pension et qui étaient devenues plus une famille que ses propres enfants. « Nous avons trouvé notre vraie famille, dit-il Paul, ils se portent bien. » Ici, les mois suivants furent étranges. Antonio et Rosa continuèrent à vivre dans la pension de Lourdes, aidant aux tâches quotidiennes, menant la vie simple qu'ils avaient toujours connue. La différence, c'est qu'ils savaient désormais qu'ils avaient des millions économisés sur un compte que le Dr Renato avait ouvert pour eux. Le processus d'enregistrement du terrain prit 4 mois. Quand il est finalement parti, Renato les a appelés au bureau et leur a montré le document officiel. C'était écrit noir sur blanc. Antonio et Rosa étaient les propriétaires légaux d'un terrain évalué à 8 millions et demi. « Et maintenant ?» a demandé Rosa en regardant le papier. « Maintenant, c'est à vous de décider quoi en faire », a répondu Renato. Antonio est resté silencieux pendant un long moment. Il tenait ce document et pensait à tout ce qui s'était passé. Je pensais à mes enfants qui n'avaient pas appelé une seule fois pendant tous ces mois. J'imaginais Lourdes se lever tôt chaque jour pour préparer le café pour tout le monde. Je pensais à Joshua qui venait chaque semaine juste pour voir s'ils allaient bien. Il pensait aux habitants de cette petite ville qui les traitait avec gentillesse, sans rien attendre en retour. « Je sais quoi faire, dit-il. » 2 semaines plus tard, Antonio convoqua tout le monde dans le salon de la pension. Lourdes, Josué, Edelson, Jessica, Paulinho et quelques autres amis qu'ils s'étaient faits en ville. Renato était également présent, avec un dossier rempli de documents. « Je vous ai convoqué ici parce que vous êtes ma vraie famille, » commença Antonio. Rosa était à ses côtés, lui tenant la main. Pas une famille de sang, mais une famille choisie, une famille de cœur. Lourdes avait déjà les larmes aux yeux. Elle savait que quelque chose d'important allait se produire. « Rosa et moi avons pris une décision concernant le terrain, » a-t-il poursuivi. « Nous allons le vendre. L'entreprise de construction a augmenté son offre à 9 millions. Nous avons accepté. » Josué a sifflé doucement. 9 millions, c'était une somme d'argent qu'aucun d'entre eux ne verrait jamais de sa vie. Et nous avons décidé quoi faire de cet argent, a déclaré Rosa en prenant le papier des mains de son mari. Sa voix tremblait légèrement, mais elle a continué. Tout d'abord, nous allons donner 1 million au propriétaire. Lourdes porta la main à sa bouche. Des larmes commencèrent à couler. Non, je ne peux pas accepter cela.
Si tu peux, l'interrompit Antonio. Tu nous as ouvert les portes de ta maison alors que nous n'avions rien. Vous nous avez traités avec dignité alors que nos propres enfants nous avaient chassés. Cet argent est pour vous, pour rénover la pension, pour avoir une vie plus paisible, pour faire ce que vous avez toujours voulu faire. Lourdes s'effondra dans le fauteuil en pleurant. Jessica la serra dans ses bras. Josué, continua Rosa, vous recevrez 500 000. Vous vous êtes arrêté sur la route alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Vous nous avez sauvés. Tu nous as littéralement sauvés. Josué a retiré sa casquette et s'est essuyé les yeux avec le dos de la main. C'était un homme dur, habitué à la route, mais à ce moment-là, il pleurait comme un enfant. Monsieur Antonio, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai seulement fait ce que tout le monde devrait faire, mais que la plupart ne font pas. Vous l'avez fait, et cela vaut tout. Renato, qui était là pour prendre des notes, sourit. Il n'avait jamais rien vu de tel. Ces choses dans sa vie d'avocat. Nous allons également faire un don de 2 millions, annonça Antonio. 1 million ira à une institution qui s'occupe des personnes âgées abandonnées ici dans la région. L'autre million servira à construire un refuge pour les personnes qui n'ont nulle part où aller, tout comme nous n'avions nulle part où aller. La salle est devenue silencieuse. Tout le monde pleurait maintenant. Même Edelson, qui était dur, s'essuyait les yeux. Et les 5 millions restants, a demandé Paulinho. Nous les utiliserons pour vivre. Rose a répondu. Nous allons acheter une maison simple ici, à Val da Esperança. Rien de grand, rien d'exagéré. Juste un endroit à nous où nous pourrons vivre dignement. Nous économiserons le reste et l'utiliserons pour aider ceux qui en ont besoin. Et vos enfants? Demanda Jessica. Ils n'auront rien? Antonio prit une profonde inspiration. La loi stipule que lorsque Rosa et moi ne serons plus là, ils auront droit à la moitié de ce qui restera. Nous ne pouvons pas changer cela, mais il ne restera pas grand-chose, car nous allons vivre, voyager, découvrir des endroits où nous ne sommes jamais allés, dépenser pour nous-mêmes et continuer à aider les gens. Renato ouvrit le dossier et en sortit les documents. Tout est là. J'ai déjà préparé tous les documents. Il ne vous reste plus qu'à signer, je m'occupe du reste. Antonio prit le stylo. Avant de signer, il regarda Rosa. « Tu es sûre de toi, femme? » »« Oui. Pour la première fois de ma vie, je suis sûr de quelque chose. » Ils signèrent chaque papier, chaque document, chaque transfert. Lorsqu'ils eurent terminé, Lourdes se leva et les serra tous les deux dans ses bras. Joshua l'embrassa. Tout le monde dans cette pièce s'embrassa, pleurant et riant en même temps. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Antonio et Rosa s'assirent dans le jardin de la pension, contemplant les étoiles. Ils faisaient cela tout l'espoir. C'était maintenant leur moment. « Penses-tu que nous avons pris la bonne décision? » demanda Rosa. « Je pense que nous avons fait la seule chose que nous pouvions faire pour pouvoir encore nous regarder dans le miroir. Je n'arrête pas de penser aux petits-enfants. Je ne les verrai plus grandir. » Antonio lui serra la main. « Je sais que ça fait mal. Ça me fait mal aussi, mais on ne peut pas vivre éternellement dans la douleur. Il faut aller de l'avant. Et regarde autour de toi, Rosa. Regarde toutes les personnes formidables qui sont entrées dans nos vies. Et la vérité, nous avons perdu 3 enfants, mais nous avons gagné toute une famille. » Ils restèrent là en silence pendant un moment. Puis Rosa reprit la parole. « Antonio, tu crois qu'ils comprendront un jour? » « Comprendre quoi? » Le plus bel héritage que nous pouvions leur laisser n'était pas l'argent, mais notre exemple. Antonio sourit. La femme qu'il avait épousée 50 ans auparavant parvenait encore à le surprendre. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, c'est leur problème. Nous avons déjà donné tout ce que nous avions à donner. 3 mois plus tard, Antonio et Rosa emménagèrent dans leur nouvelle maison. Elle était petite, avec 3 chambres, une grande cuisine et un jardin avec des arbres fruitiers. Rien de luxueux, mais c'était de la leur. Lourdes rénova toute la pension, repeignit, remplaça les meubles et agrandit de la cuisine. L'endroit était magnifique et elle ne fit pas payer ceux qui n'en avaient pas les moyens. Il devint un lieu emblématique de la région, accueillant ceux qui étaient dans le besoin. Joshua a acheté un nouveau camion, mais il a continué à travailler. Il disait qu'il ne savait rien faire d'autre et qu'il aimait la route. Mais désormais, il s'arrêtait pour aider tous ceux qu'il voyait sur le bord de la route. Il est devenu connu comme l'ange de la route. Le refuge a été construit en 1 an. Il est magnifique. Il peut accueillir 20 personnes.
Antonio et Rosa s'y rendaient chaque semaine pour apporter de la nourriture, discuter avec les résidents et leur témoigner leur affection. Ils savaient ce que c'était que de n'avoir personne. Ils n'ont plus jamais eu de nouvelles de leurs enfants. Marcelo a tenté de saisir la justice pour obtenir l'héritage de son vivant, mais sa demande a été rejetée. Patricia a envoyé une lettre pour demander pardon, mais elle a joint à l'enveloppe une demande de prêt. Antonio n'a pas répondu. Bruno a disparu. On dit qu'il a déménagé dans un autre État. Un jour, près de 2 ans plus tard, Rosa arrosait les plantes lorsqu'elle a aperçu une jeune femme debout devant la maison, un enfant dans les bras. Elle l'a immédiatement reconnu. C'était sa belle-fille, la femme de Marcelo. Et ce petit enfant sur ses genoux était le plus jeune de ses petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. « Madame Rosa, » a dit la jeune femme d'une voix tremblante, « je sais que vous n'avez aucune raison de me recevoir, mais je devais venir ici. Je voulais vous présenter le petit et je devais vous présenter mes excuses. » Rosa resta là, ne sachant pas quoi faire. Antonio apparut à la porte. « Qui est-ce? » »« C'est Viviane, la femme de Marcelo. » Antonio était sur le point de fermer la porte, mais Rosa lui attrapa le bras. « Attends. » Elle s'approcha de la jeune femme et regarda l'enfant, qui avait les mêmes yeux que Marcelo quand il était bébé. « Pourquoi es-tu venu? »« Parce que je me suis séparé de lui. Je ne pouvais plus vivre avec un homme capable de faire ce qu'il a fait. Et parce que je voulais que mon fils connaisse ses grands-parents pour de vrai, et non l'homme amer que son père est devenu. Marcelo sait-il que tu es ici? Non, et il ne doit pas le savoir. Il m'a interdit de venir, mais je m'en fiche. Je devais le faire. » Rosa regarda son mari. Les yeux d'Antonio étaient remplis de larmes. Ce bébé était complètement innocent. « Entrez, dit Rosa. Venez prendre un café. » Viviane entra avec le bébé. Ils discutèrent tout l'après-midi. La jeune femme raconta comment sa vie était devenue un véritable enfer après que l'argent ne soit pas arrivé. Parce que Marcelo était devenu obsédé, amer, insupportable. Comment elle avait décidé de partir et de recommencer à zéro. Quand elle partit, la nuit était déjà tombée. Rosa prit son petit-fils dans ses bras pour la première fois et pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues. Antonio prit aussi le petit garçon dans ses bras. Le petit garçon lui sourit. « Pouvons-nous les accueillir dans notre vie ?» demanda Rosa après le départ de Viviane. « Oui, elle et l'enfant. Ils ne sont responsables de rien, mais restez loin de Marcelo, ont-ils convenu. » C'est ainsi qu'Antonio et Rosa ont retrouvé une partie de leur famille, pas les enfants qu'ils avaient élevés, mais une belle fille courageuse et un petit fils innocent qui méritait de connaître le véritable amour. Cette nuit-là, assis dans le jardin comme il le faisait toujours, Antonio a dit « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, Rosa, quoi? Que la famille n'est pas celle qui te donne la vie. La famille, c'est ceux qui donnent un sens à ta vie. La famille, c'est ceux qui restent quand il ne reste plus rien. La famille, c'est ceux qui t'aiment, non pas pour ce que tu as, mais pour qui tu es. » Rosa posa sa tête sur son épaule. « Nous avons passé tellement de temps à prendre soin des mauvaises personnes que nous avons presque oublié de prendre soin de nous-mêmes. Mais nous avons appris que la dignité n'a pas de prix, que le respect ne s'achète pas, et que le plus grand trésor que nous pouvons laisser dans ce monde n'est pas l'argent, mais l'exemple. » Ils sont restés là à regarder les étoiles, main dans la main, vieux et fatigués, mais enfin en paix. Ils avaient perdu des enfants, mais trouvé une famille. Ils avaient découvert des millions, mais appris que la véritable richesse ne se trouve pas à la banque. Elle se trouve dans le cœur des personnes qui choisissent de rester à vos côtés, même lorsque vous n'avez plus rien. Et au final, c'est là le plus grand héritage qu'Antonio et Rosa ont laissé. Pas une fortune en il ne s'agissait pas d'argent, mais d'une leçon d'amour, de dignité et d'humanité qui résonnerait bien au-delà de leur vie.